J'en discute avec Alain Crevier, journaliste et auteur, ex-animateur de l'émission Second Regard. Bonsoir Alain. Bonsoir. Quel est le principal héritage du pape François? Pourquoi et comment on va se souvenir de lui? Je dirais son humanité. C'est un peu bizarre de ça fait un peu cliché, quoi, mais je le pense vraiment. J'ai couvert pas mal l'époque de Jean-Paul II. J'ai connu évidemment Paul VI, Benoît XVI et tout ça. Je ne dis pas que ce ne sont pas des bonnes personnes, c'est pas ça. Mais on voyait dans le cas de François vraiment quelque chose qui était de l'ordre de l'humanité. Beaucoup, beaucoup de spontanéité. Souvent, il sortait de son discours. On voyait qu'il avait son discours en main, mais je ne sais pas ce qu'il lisait, il disait quelque chose aux gens. Ce qui a fait qu'il a dit des choses par moments qui ont été surprenantes, parfois choquantes même, mais ça venait du fond du cœur. Je pense que c'est sa grande qualité, c'est son humanité. Et je dirais, avec ça vient l'humilité. Oui. C'est difficile d'être un humain et d'oublier qu'il faut parfois être humble. Lui, c'était vraiment un homme humble. On a parlé beaucoup de sa compassion aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Je vais vous donner un exemple, OK? Ça se passe au tout début de son pontificat. Il y a une crise de migrants. Beaucoup de gens débarquent sur les côtes de la Grèce. C'est extrêmement pénible à voir. Et un matin, il se lève et il dit à son équipe OK, préparez-moi un avion, un bateau, faites quelque chose parce qu'on part. Et il est parti, j'exagère, mais il est parti sur un coup de tête et pour aller sur place et dire quelque chose. Pleurer avec ceux qui étaient là aussi. Je m'excuse, mais ça, on n'organise pas ces choses-là. Ce ne sont pas des images qui sont fabriquées pour vendre un produit. Et je pense que ça dit tout, parfois sa colère aussi, ou peut-être sa grande humanité. Je pense que ça venait de là. Il y a plein d'exemples de ces moments-là, d'ailleurs, dans ces quelques années, ces 12 années de pontificat. Son indignation peut-être devant l'injustice. Alain, pour ce qui est de l'aspect peut-être un peu plus, entre guillemets, politique, on dit que ça a été un pape progressiste. Pourquoi? Mais je pense que... Alors, je me souviens de la fois où il débarque, 2015, je pense. Il débarque, on commence à le connaître, le personnage, et il débarque à New York et Washington. Et alors, progressiste. Il faut voir l'image. L'image, nous, évidemment, comme journalistes, on est allés avant pour préparer le terrain puis essayer de comprendre comment les gens allaient réagir, les politiciens, les économistes, les gens d'affaires, les gens qui étaient contre les progrès en environnement, tout ça. On voulait voir comment ça allait brasser. Et on y va. Mais quand lui arrive, il arrive et là, on voit sur la rue qui s'en vient, on voit un cortège de limousines, ce sont de grosses bagnoles magnifiques, shining. Puis là, dans le milieu de ça, il y a une Fiat 500 qui roule comme elle peut. C'était comme surréaliste. C'est ça. Alors, quand on dit qu'il incarnait son message, ça, c'est un bel exemple. Il s'adresse au Congrès et il ne s'en vient pas faire des flatteries, là. Il dit, oui, vous êtes magnifique et tout ça, mais il va en profiter aussi pour taper de clous sur les excès du capitalisme. C'était lui, ça. Alors, non seulement il avait un discours bien écrit et bien tapé et puis bien dans sa tête, mais il avait aussi, le transportait dans sa façon de marcher avec ses grosses godasses noires, avec son porte-document qu'il avait souvent à la main. C'était pas normal. Alors, je dirais, les Américains, quand il est sorti de là, il y a probablement qui se sont dit, ça, c'est un woke. Probablement. Mais bien des chefs d'État le roi des woke. auraient pu s'inspirer de ça quand même. Il avait des liens avec le Canada, le pape François, notamment avec les Autochtones. Il est venu au Canada, on le sait. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est significatif, ces liens-là? Moi, je dis, écoutez, je me souviens quand il a été élu, quelques mois plus tard, mes patrons m'ont envoyé faire enquête parce qu'il y avait des taches d'ombre dans le passé de Bergoglio. Alors, j'ai fait ça. J'ai passé presque un mois en Argentine, puis j'ai fouillé. J'ai trouvé toutes sortes de choses intéressantes. Mais son secrétaire particulier de l'époque, qui n'a jamais revu le pape, son secrétaire particulier m'a dit, vous allez être très déçus, vous savez, parce que le pape, il n'aime pas ça voyager. Il n'aime pas beaucoup ça, les avions. Puis, non, il va pas voyager comme vous vous imaginez, là. Faites-vous pas d'illusions. Il a voyagé comme beaucoup, mais il fallait voir les destinations qu'il choisissait. Il a choisi des destinations difficiles, souvent en territoire de guerre, où il y a des tensions politiques énormes. Quand il arrive au Canada, moi, je pense que c'est le plus intéressant des voyages qu'il a fait. C'est bizarre de dire ça. Il arrive chez nous, quand il arrive sur les plaines d'Abraham, j'étais là, il n'y avait personne.
Ah, les gens se sont mis à dire, mais c'est un échec monumental, un pape qui attire pas des centaines de millions de personnes, des centaines de milliers de personnes. Mais c'était pas un échec. Ce pape venait pas au Canada faire, le party. C'était pas ça. Il venait ici affronter, à la demande des Premières Nations, il venait ici affronter la bête noire. Une des pires pages d'histoire du Canada. Il venait raconter et affronter ce que l'Église a pu être complice de quelque chose d'horrible, ce qui s'est passé au Canada. Alors, oui, il n'y a pas eu de party tellement, mais il y a eu là quelque chose d'extrêmement intense. Et l'image que je n'oublierai jamais, quand je l'ai vu, je m'en souviens, j'ai eu des frissons, lui, dans son fauteuil roulant, il n'y a pas de garde du corps autour de lui, il est au bord du lac, et il a l'air de quelqu'un qui est en train de méditer sur la bêtise de son institution. Il y avait là quelque chose de tellement puissant. Je me disais, quelqu'un qui fait du marketing là, doit être jaloux parce que ça ne s'invente pas, ça ne se fabrique pas des images comme ça. Mais une image vaut mille mots. Est-ce qu'il a réussi son pari avec les Autochtones? Est-ce que ça a fonctionné, ce qu'il voulait? Je pense que oui, en partie, en tout cas, parce que d'abord, il est venu à la demande des Premières Nations. Déjà, c'est quelque chose. Moi, je disais, on ne peut pas arriver au Vatican et dire, Monsieur le Pape, on vous intime de venir au Canada vous excuser. On ne fait pas ça. Ben, il le fait. Alors, quand même. Et je pense qu'il s'est produit là un geste d'une très grande sincérité et d'humilité. Est-ce que ça règle le problème? Ben non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Combien il y a de victimes dans ces histoires, dans ces pages noires de pensionnats autochtones? On ne peut pas changer le passé. On va pas. Exactement, exactement. Est-ce que ça a peut-être donné quelque chose comme un peu de dignité? Oui, mais moi, je me souviens, en Alberta, il y avait là une population des Premières Nations qui était très divisée. Il y en a qui, non, il était trop tard. Le pape aurait beau dire ce qu'il voulait, il était trop tard. Et d'autres qui ont été plutôt sincèrement touchés par sa volonté d'être là puis de participer à quelque chose qui s'approche, peut-être pas de la guérison, mais au moins une tentative de réconciliation. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant à partir d'aujourd'hui? Est-ce qu'on commence déjà à penser à son successeur? Ah, il y a déjà des gens qui pensent à ça. Ça, c'est certain. Un pape qui montre des signes de faiblesse, tout de suite, les rumeurs partent. Mais là, il va se passer quelque chose, je dirais, d'inédit et de très particulier, de très excitant aussi en même temps, si vous me permettez. C'est-à-dire que quand un pape meurt, la mécanique, elle est toute prévue, elle est écrite. Et là, c'est une machine qui part, qui va nous amener jusqu'à la fin du conclave. Mais entre-temps, qui seront les gens qui vont entrer au conclave? D'abord, c'est tous des hommes, et ensuite, ce sont tous des cardinaux. Il n'y a que les cardinaux qui peuvent voter pour le successeur, et il se trouve qu'il a nommé presque tous les cardinaux. J'exagère, mais pas tant que ça. Mais où il les a choisis, ces cardinaux? D'où ils viennent, au fait? Ben, ils viennent d'endroits où jamais on ne parlait d'eux. L'exemple que j'aime le plus, c'est Chibli-Langlois. Qui est Chibli-Langlois? Ben, c'est ça, c'est le premier cardinal de l'histoire d'Haïti, et il a été fait cardinal par le pape François. Et je dis, alors, qu'est-ce que Chibli va faire dans la chapelle Sixtine? Avec tous les autres qui, comme Chibli, n'ont jamais imaginé qu'ils allaient être appelés un jour à devenir cardinaux. Alors, je pense que tout est là. Alors là, on entend dire, ah, il y a des rumeurs d'un tel ou d'un tel, il y a un préféré de ci, un papa Billy. Oui, il y a toujours ça. Mais cette fois-ci, honnêtement, on ne sait pas. On ne sait pas de quel côté voteront les cardinaux. Et tout à coup, qu'il déciderait de voter pour un traditionnaliste. Ben, François, son pontifical n'aura été qu'une parenthèse dans la longue histoire de l'Église. Mais il se pourrait aussi que ces cardinaux qui viennent de si loin aient envie de continuer l'aventure. Et là, la révolution, les choses pourraient changer. Et à bon train, d'ailleurs, je pense. Oui, mais vous l'avez mentionné, aucune femme n'y sera, évidemment. Durant son règne, les règles n'ont pas été tellement adoucies à l'égard des femmes, disons-le. Non, vous avez raison, mais je vais vous donner deux exemples. D'abord, Jean-Paul II qui disait qu'il y avait une poésie hurlante quand il parlait des femmes, mais qui a verrouillé la porte quant à leur place dans l'Église. C'était pas loin de pas drôle du tout, ça là. Et ensuite, son successeur, Benoît XVI. Benoît XVI, qu'est-ce qu'il a trouvé? Ben, Benoît XVI n'a rien trouvé de mieux à faire que de venir mettre sous tutelle une des plus grandes organisations de leaders religieux aux États-Unis. Et s'il a envoyé des hommes, les mettre sous tutelle. Alors, on ne parlera pas de progrès pour les femmes sous ces deux papes-là. Ça a été zéro pied de barre. Arrive cet homme et qui fait tout. Alors, c'est-à-dire qu'il dit les divorcés remariés, la place des femmes dans l'Église, dans les grands synodes, les grands forums. Il veut que les femmes prennent parole. Alors, je ne vous dis pas qu'on a tout changé, mais il a entrouvert des portes. C'est au successeur maintenant de décider de ce qu'il fera avec ça. Mais il y a eu, c'est pas suffisant. On n'a pas réglé le problème, on n'a pas réglé la question. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui ne s'était pas passé avant, jamais.
Une petite ouverture, donc vous l'avez si bien dit. Alors, Oui. on verra à partir de maintenant. Alain, merci d'avoir répondu à nos questions de façon aussi précise, évidemment, comme toujours, sur le sujet. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir pensé à moi. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.